Merci beaucoup. Avant de commencer, je tiens à remercier moi aussi les organisateurs de cette rencontre, l'Institut français et l'Institut de philosophie, et en particulier... Oui, oui, je n'ai pas de micro. Ah si. Oui. Oui, d'accord. Merci, désolé. Oui, du coup, je reprends. Avant de commencer, je tiens à remercier à mon tour les organisateurs de cette rencontre, l'Institut français et l'Institut de philosophie, et en particulier Sonia, Petar, Marc et Alexander, pour leur accueil remarquable. Mon exposé sera une introduction à la discussion d'aujourd'hui, tout en se situant d'emblée, comme vous le verrez, dans un contexte plus large. Je partirai de questions philosophiques plus générales pour m'acheminer vers la question de l'éros et de la place du statut, de la signification du phénomène érotique. Le titre de mon exposé est « L'éros ou le corps devenu chair ». La distinction entre chair et corps a reçu un sens philosophique particulier dans la philosophie française du XXe siècle, dans l'horizon de la réception de la phénoménologie allemande et plus particulièrement de l'œuvre de Husserl. Il suffit de mentionner en ce sens l'ouvrage de Didier Franck, Chair et corps, sur la phénoménologie de Husserl, paru en 1981. C'est en effet pour répondre à la difficulté que Nathalie Deprat nommait en 1997 une crux phenomenologica, à savoir la traduction du terme allemand Leib, que le vocabulaire de la chair a commencé à s'imposer, même si ce vocabulaire est loin d'avoir été adopté à l'unanimité dans les traductions, pour connaître ensuite une destinée propre dans certaines philosophies du corps, comme celle de Merleau-Ponty ou de Michel Henry. Plus précisément, c'est pour rendre la distinction allemande entre Leib et Körper que le binôme chair et corps a pu paraître particulièrement adéquat. En effet, là où le Körper désigne le corps matériel comme corps physique, le Leib nomme quant à lui le corps vivant, le corps vécu, le corps propre, le corps de chair donc. Autant de traductions alternatives possibles, fût-il le mien ou celui d'autrui. Il semblerait donc que c'est la langue et la philosophie allemande qui auraient requis de donner un sens philosophique à une distinction, chair et corps, qui n'avait pas jusque-là de vraie signification technique pour la philosophie française. Le dernier ouvrage que Jean-Luc Marion a consacré à la pensée passive chez Descartes, en 2013, invite cependant à remettre en question cette évidence et ce présupposé en les attaquant, pour ainsi dire, à la racine, à l'aune de l'hypothèse suivante. Et si Descartes avait été le premier à découvrir et entériner une distinction entre le corps physique et le corps propre, donc finalement entre le corps et la chair. Cette hypothèse a incontestablement quelque chose de très audacieux, dans la mesure où Descartes pourrait très bien apparaître ici comme le philosophe qui a réduit la corporéité vivante à la res extensa, que le corps propre partage avec le corps physique, donc comme celui contre qui la distinction entre Leib et Körper est essentiellement dirigée. En inscrivant sa lecture davantage dans l'horizon de l'exégèse cartésienne que dans celui des problèmes conceptuels et de traduction qu'a posé la réception de la phénoménologie allemande, Jean-Luc Marion nous livre, donc, sur la pensée passive de Descartes, une démonstration... D'accord, encore plus lentement. Oui, d'accord. Bon, donc, en inscrivant sa lecture davantage dans l'horizon de l'exégèse cartésienne que dans celui des problèmes conceptuels et de traduction qu'a posé la réception de la phénoménologie allemande, Jean-Luc Marion nous livre une démonstration de la pertinence qui revient à la distinction entre chair et corps chez Descartes lui-même. Dans ce qui suit,
je vais dans un premier temps restituer de façon condensée son argumentation pour me livrer ensuite, en me référant aux analyses du phénomène érotique, à quelques réflexions à propos de cette transformation inattendue de Descartes en phénoménologue de la chair. C'est, pour commencer, sur le terrain de la 6e méditation métaphysique que Jean-Luc Marion entame son exploration des raisons qui conduisent Descartes à briser l'homogénéité de la res extensa pour reconnaître un privilège inattendu au corps de chair. La difficulté de la dernière méditation de Descartes a été abondamment soulignée, à la fois par les contemporains du philosophe et par ses exégètes. Et cette difficulté, comme le souligne Jean-Luc Marion, est donnée dès le titre qui indique que la 6e méditation a un objet double et ambigu dans sa duplicité. Quel rapport, en effet, entre ces deux affaires qui ne se superposent pas, l'existence des choses matérielles et la distinction réelle de l'esprit avec le corps? Donc, puisque je dois ralentir dans la lecture de l'exposé pour ne pas prendre trop de temps, je vais être obligée à faire quelques raccourcis. Donc, j'espère que cela ne posera pas de problème pour la traduction. Donc, je disais, quel objet entre ces deux affaires qui ne se superposent pas, l'existence des choses matérielles et la distinction réelle de l'esprit avec le corps? Dans l'interprétation de Jean-Luc Marion, le centre de gravité de la 6e méditation se déplace et l'ordre des matières se renverse dans la mesure où c'est l'union de l'âme et du corps qui occupe à présent le devant de la scène et qui devient l'instance directrice de la discussion portant sur l'existence des choses matérielles. Cela signifie qu'il est nécessaire d'opérer une distinction, voire de reconnaître une opposition entre les corps et ma chair. Il y a en effet, pour la démarche de la 6e méditation, au moins un corps dont l'existence ne fait pas question, meum corpus. Cela signifie que la distinction entre la mens et le corps, je cite Jean-Luc Marion, s'ouvre sur une différence plus essentielle entre, d'une part, les corps du monde matériel et, d'autre part, mon corps de chair. La démarche de la 6e méditation tout entière s'inscrit donc dans cet équivoque qui frappe le concept de corps. En même temps, la mise au jour de ce double régime de la corporéité n'est pas sans rapport avec l'autre objet de la 6e méditation, la distinction de l'âme et du corps, ou plutôt leur union. C'est l'union à la mens qui offrirait le seul principe d'unité de ce corps qui ne devient mien, meum corpus, que parce que je l'ai, habeam corpus. Cela veut dire que ce qui distingue donc le meum corpus des autres choses matérielles est aussi, finalement, ce qui le distingue, l'ego, sa dépendance foncière à l'égard de la mens. L'union de la mens et du corpus est même tellement étroite qu'elle est décrite par Descartes comme étant presque un mélange. Mais quelle est plus précisément l'expérience que l'on fait de l'union? La réponse que la 6e méditation donne à cette question est incontestablement remarquable et Jean-Luc Marion a raison de souligner son importance. Il s'agit de l'expérience de la douleur ou de la souffrance que le corps de chair fait sous la forme de la faim et de la soif. C'est par ces expériences que, d'après Descartes,
la nature nous enseigne que nous avons un corps où nous ne sommes pas logés comme le pilote dans son navire, mais auquel nous sommes très étroitement conjoints et tellement confondus et mêlés que nous composons un seul tout avec lui. Arrêtons-nous sur cette thèse selon laquelle, je cite Jean-Luc Marion, « Je connais ma corporéité parce qu'elle me fait souffrir ». Ou plus précisément, selon la formulation de Descartes, selon laquelle je sais que j'ai un corps qui a mal lorsque je ressens de la douleur, qui a besoin de manger ou de boire quand je ressens de la faim ou de la soif. Il s'ensuit de cette caractérisation que c'est la souffrance qui constitue ici le privilège de l'âme et du corps de chair, à savoir la souffrance générée par les besoins qui marquent la dépendance du corps vivant à l'égard du monde extérieur. C'est donc, on pourrait dire, finalement dans son indigence, plus que dans sa passivité, ou dans une passivité fondée dans son indigence, que l'ego fait cette expérience de la douleur par laquelle la nature l'enseigne justement qu'il a un corps de chair. On comprend ainsi également en quoi et pourquoi l'épreuve du meum corpus ouvre sur le monde extérieur. Ce dernier, le monde extérieur, est de prime abord, même si Descartes ne le dit pas expressément, objet du besoin. C'est dans le monde et parmi les choses extérieures que je vais chercher la nourriture qui me manque et dont mon corps ressent douloureusement le manque. Dans cette perspective, le monde extérieur serait pour moi d'abord, pour parler comme Lévinas, un monde de nourriture. Mais la lecture que Jean-Luc Marion nous propose de la 6e méditation choisit d'explorer une autre voie pour exhiber tour à tour dans la description de Descartes un moment husserlien et un moment heideggerien. Le moment husserlien est celui du sentir et de l'affection, selon lequel la chair ouvre seule sur un champ de sensation, donc d'expérience du monde. Mais où chercher quelque chose comme une certitude sensible alors que, on le sait depuis la première méditation, les sens ne font le plus souvent que nous tromper, précisément dans la certitude intime de la douleur, car comme le reconnaît Descartes, il n'y a rien de plus intime que la douleur. Et la douleur ne trompe pas, soit elle est ressentie, soit elle ne l'est pas. Le moment heideggerien que Jean-Luc Marion identifie dans la démarche de la 6e méditation correspond au fait que les choses extérieures ne sont plus perçues comme des parcelles d'étendue, mais comme des sources d'affection agréables ou désagréables. C'est dans la relation à l'extériorité que le meum corpus institue, pour autant qu'il peut souffrir et qu'il a faim ou soif, que les choses extérieures agissent sur moi et m'affectent. Cela signifie que le premier rapport que j'entretiens avec ce qui m'affecte relève de l'usage, commode ou incommode, et non pas de la connaissance. En tant qu'elle se rapporte donc au meum corpus, l'affection des choses extérieures n'est pas neutre, mais se laisse qualifier selon le critère de la commodité et de l'incommodité. Comme le montre Jean-Luc Marion, la présence et l'importance de ce critère dans la démarche de Descartes permet de transposer au sein de son analyse la distinction heideggerienne entre deux manières d'être de l'étant ou de la chose, la Vorhandenheit qui relève du rapport théorique et la Zuhandenheit qui relève du rapport d'usage. On peut néanmoins se demander ici si le critère de la commodité qu'invoque Descartes peut vraiment être reconduit à la Zuhandenheit heideggerienne.
Certes, Descartes fait référence à un rapport aux choses qui n'est pas un rapport de connaissance, mais ce n'est pas non plus, à strictement parler, me semble-t-il, un rapport d'usage. Les choses qui se présentent au meum corpus comme commodes ou incommodes semblent en effet se distinguer de l'outil heideggérien ou de l'usuel en général, et ce, de la façon qu'exprime l'ancienne distinction entre l'outil et le fruit, entre le rapport d'usage proprement dit et le rapport de jouissance ou fruition. Le monde des choses qui se découvre dans la 6e méditation comme commode ou incommode n'est pas tant, me semble-t-il, le monde heideggérien des outils, mais plutôt, je l'ai déjà suggéré, le monde lévinassien des nourritures. Je fais bien sûr référence aux premières analyses de totalité et infini. C'est en revanche un argument supplémentaire en faveur du privilège de la douleur dans l'expérience de mon corps qui se laisse finalement dégager de ce moment heideggérien de l'analyse. C'est donc la douleur, figure ultime ou première de la cogitation, qui est l'indice absolu de ma chair, au même titre qu'elle est au principe de l'expérience de l'extériorité. Mais pourquoi la douleur plutôt que le plaisir que l'on pourrait décliner à la fois comme plaisir de la vue ou comme plaisir de la satiété, voire si l'on fait le pas vers le phénomène érotique comme jouissance. Le privilège de la douleur n'a finalement rien d'évident. J'y reviendrai. Mais faisons d'abord un pas en arrière. Nous avons vu que c'est le sentir qui fournit chez Descartes l'argument par lequel s'atteste l'indubitabilité de la chair. Le sentir, pourtant, nous le savons dès la 2e méditation, est un mode de la res cogitans. Et c'est parce que l'âme ne sent que parce qu'elle est unie au corps que le sensus pourra être considéré comme étant la modalité passive de la cogitation. Sentir, c'est donc penser passivement en tant que chair. Cette passivité foncière du sensus est comprise par Jean-Luc Marion comme auto-affection dans l'horizon du videre videor et de l'interprétation qu'on a donnée Michel Henry dans sa généalogie de la psychanalyse. C'est dans l'auto-affection de la mens par elle-même que surgit donc le meum corpus. Tout le problème est alors de comprendre le décalage ou cet excédent de l'ego par rapport à son corps qui se nomme âme ou mens et qui seul fait du meum corpus un corps de chair différent des autres corps du monde. Ce problème devient caduc si l'on emprunte le chemin de la transformation de la 3e notion qu'est l'union en première notion primitive. Comment comprendre dès lors le caractère primordial de l'union? Jean-Luc Marion en cherche l'attestation sur le terrain des passions de l'âme. Je le cite, « L'union devrait rendre manifeste sa priorité de première notion primitive par le primat de la douleur sur tout autre affect. Mais cette hypothèse est aussitôt contrariée par le fait que Descartes postule, tout à l'inverse, que la première passion a été la joie. Or, on peut tout simplement se demander s'il est légitime de situer la douleur et la joie sur le même plan. La douleur dont parle le Descartes de la 6e méditation et dans laquelle le meum corpus
s'atteste en tant que tel est, comme nous l'avons vu, en premier lieu, la douleur qui se rapproche des sensations de faim et de soif, une douleur qui est donc, somme toute, sensation et non pas affect. Une douleur qui n'est pas encore ou pas immédiatement souffrance. En situant la douleur et la joie sur le même plan, au lieu de reconstituer les couples correspondants de contraires douleur, plaisir et joie, tristesse, n'est-on pas en train de laisser dans l'indistinction la sensibilité et l'affectivité? Les passions comme la joie ne relèvent-elles pas du registre de l'affectivité, là où la douleur nous renvoie d'abord au champ de la sensation et de la sensibilité? Quoi qu'il en soit, en formulant cette question, nous finissons par servir la cause de la démonstration de Jean-Luc Marion, qui requiert ici de montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre le privilège symptomatique de la douleur et la priorité de la joie. Le parcours cartésien proposé par Jean-Luc Marion dans la pensée passive nous a conduit donc du meum corpus de la 6e méditation à la passivité de la passion et du sentir entendu comme auto-affection. Quelle consistance a-t-on donné par là à la distinction entre chair et corps? Le meum corpus, c'est le corps sentant et se sentant. Mais il s'agit en même temps d'un corps auquel la racine vitale, propre au Leib husserlien, semble faire entièrement défaut. Il est plutôt le corps de la pensée que le corps de la vie. C'est un corps que j'ai et non pas un corps que je suis. Le décalage entre l'ego et son corps, donc entre la mens et le corps, semble donc subsister toujours. En outre, c'est un corps qui reste mien et qui ne saurait, selon toute apparence, s'attribuer à autrui. Alors que faire la distinction phénoménologique entre chair et corps, c'est justement ne pas confiner la chair au meum corpus, mais pouvoir rendre compte de la chair d'autrui. C'est là, par ailleurs, le mouvement de la 5e méditation cartésienne de Husserl, qui n'a pas d'équivalent chez Descartes. La chair d'autrui semble demeurer à jamais inapparente et inaccessible derrière les chapeaux et les manteaux de la 2e méditation métaphysique. Le habeam corpus de Descartes ne peut donc pas être identifié sans reste au Leib husserlien ni au « Je suis mon corps » de Gabriel Marcel que reprend Merleau-Ponty. Pour finir, je saute un petit passage sur Merleau-Ponty. Pour finir, j'aimerais simplement formuler la question de savoir si l'on peut parler de chair plutôt que de corps là où le phénomène érotique fait, selon toute apparence, défaut. Dans le cadre de sa conception du phénomène saturé, Jean-Luc Marion ménage, comme on le sait, une place importante à la chair, et ce, dès étant donné. Je mentionnerai en particulier le chapitre 4 de Surcroît, la chair ou la donation du soi, où la caractérisation de la chair comme phénomène saturé est introduite à partir d'une analyse de Descartes qui préfigure sur nombre de points celle que livrera sous une forme beaucoup plus développée l'ouvrage sur la pensée passive. Jean-Luc Marion y avance déjà l'hypothèse selon laquelle le corps sentant serait antérieur et non pas postérieur à la cogitation et que, par conséquent, le sentir serait le mode originaire de la cogitation. Mais si, avec la chair
il y va du premier et du seul phénomène saturé qui livre l'ego à lui-même, il me semble que c'est seulement avec la mise en avant du phénomène érotique dans l'ouvrage éponyme que la phénoménologie de Jean-Luc Marion accomplit une véritable percée dans sa compréhension de la chair. Or, la prise en compte du phénomène érotique révèle à mes yeux, per a contrario, pourquoi Descartes n'est pas, malgré tout, un phénoménologue du corps propre et de la chair. Le phénomène érotique invite en effet d'entrée de jeu à reconnaître l'insuffisance du habeam corpus de Descartes. Je cite le phénomène érotique, « Ma chère », page 178, « Ma chère, je n'ai pas une chair, je suis ma chair et elle coïncide absolument avec moi. » La prise en compte de l'éros montre en effet que le véritable problème que Descartes ne semble jamais se poser réside dans l'accès de ma chair non plus aux autres choses du monde, mais à une autre chair. L'une des fonctions de la distinction phénoménologique entre chair et corps est précisément de rendre compte de la chair d'autrui, comme le montre la démarche de la 5e méditation cartésienne de Husserl. La thèse de Jean-Luc Marion à cet égard dans le phénomène érotique est, comme on le sait, radicale. Je cite la page 215, « Sans érotisation, la chair d'autrui devient problématique et en fait inaccessible. » Ou encore, je cite, « Sitôt que l'érotisation cesse, je perds donc le seul critère phénoménologique sérieux pour distinguer tel corps physique comme une autre chair. » Plus loin encore, le privilège de l'érotisation est aussi le privilège du plaisir. Plaisir de la prise de chair qui s'accompagne par ailleurs, dans la perspective du phénomène érotique, d'une disqualification de la douleur. Je cite la page 189, « La douleur me prive de ma chair comme le plaisir me la donne, car ma chair en souffrance se rétracte, s'endurcit. » Passer de la douleur au plaisir, du corps que j'ai au corps que je suis et qui est aussi celui du tu qui est en face de moi, autant de pistes pour explorer l'impensé de la 6e méditation de Descartes à la lumière du phénomène érotique et qui indique sans doute pourquoi il reste malgré tout nécessaire de dépasser Descartes en phénoménologue. Merci. Je voudrais indiquer quelques points très rapidement et sommairement. Dans la discussion que nous allons avoir, il faut garder à l'esprit plusieurs distinctions. La première, qui vient d'être rappelée par Claudia Serban, est la distinction entre le corps, Körper, et la chair, Leib, distinction que nous devons à Husserl. La distinction entre le corps physique qui n'est pas moi et cette partie, cette région du monde matériel qui est moi, dans laquelle non seulement je sens, mais je suis sentant, je me sens, enfin, non seulement ma main est un corps physique que je peux sentir, mais ma main est aussi un corps sentant. Et être à la fois senti et sentant, donc se sentir,
c'est la caractéristique de la chair. Alors cette distinction est classique et j'ai éprouvé la nécessité de la compléter par un troisième terme que j'appelle, faute de mieux, la chair érotisée. Alors, ce troisième terme introduit une différence entre la chair et la chair érotisée qui est au moins aussi grande que la différence entre le Leib et Körper. La chair érotisée naît de l'expérience suivante. Lorsque ce que je sens n'est pas un Körper, mais un Leib, une autre chair, que se produit-il? Ce n'est pas la même chose de toucher une autre chair, pas la mienne, mais la chair d'un autre, et de toucher un autre corps. La différence, elle est évidente, mais curieusement, elle n'a pas été décrite, à ma connaissance, par les phénoménologues. C'est que quand ma chair touche un corps physique, ma chair éprouve ce qui la limite. Le corps physique est résistant. Et donc, ma chair se rétracte. Et c'est pourquoi la première expérience de la chair, c'est toujours l'expérience de la douleur. Parce que je rencontre ce qui repousse ma chair. Quels sont les cas où je ne rencontre pas une résistance? Le cas, par excellence, c'est quand ma chair rencontre une autre chair. Car l'autre chair a la propriété de ne pas résister à ma propre chair. Et donc ma chair éprouve la non-résistance pour la première fois. Et si cette non-résistance de l'autre chair est volontaire, c'est-à-dire si l'autre chair parle et dit qu'elle ne veut pas résister, à ce moment-là, la non-résistance devient le plaisir de ma chair. Et, en quelque manière, la chair de l'autre, en ne résistant pas à ma chair, à ma propre chair, érotise ma chair. C'est-à-dire que chaque chair donne à l'autre chair de devenir érotique. Chaque chair donne ce qu'elle n'a pas, à savoir son érotisation. Donc, l'érotisation, la transformation de ma chair en chair érotisée, n'est pas une propriété de ma chair. C'est une propriété reçue de l'autre chair. Et c'est donc une propriété temporalisée, temporaire, au contraire de la différence entre chair et corps, qui est permanente en principe. Donc cette distinction est fondamentale. Et c'est ce qui m'a permis, si je puis dire, c'est une des découvertes qui m'a permis de faire le phénomène érotique. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le passage de la chair à la chair érotisée est à la fois une modification de la phénoménalité de ma chair, mais c'est une modification qui est essentiellement intersubjective. C'est-à-dire c'est un cas où l'intersubjectivité est expérimentale. Ça n'est pas une question de conscience, de reconnaissance, de bienveillance, de langage, d'herméneutique, etc. C'est une interaction absolument empirique. Et pourtant, c'est un cas où l'altérité est empiriquement constatable. Alors, une deuxième question qui a été fondamentale dans le phénomène érotique, donc ça c'est le rapport avec Descartes, évidemment. Descartes n'a pas vu ceci, c'est bien clair, mais Husserl non plus, en un sens. Et de manière plus étrange, Lévinas non plus. C'est-à-dire, lorsque Lévinas introduit le thème de l'éros,
dans la dernière partie par exemple, dans la dernière partie de Totalité infinie, au-delà des visages, justement, l'éros apparaît comme une régression en deçà de l'éthique. Du moins, il y a toute une partie du discours de Lévinas sur l'érotique, sur l'éros, où l'éros est pré-éthique. Et moi, je suis persuadé que l'éros est éthique, ou au-delà de l'éthique. Mais l'éros n'est pas dans l'indistinction de ce que Michel Henry appelle la nuit des amants. L'éros est nécessairement dialogique et pour des raisons phénoménologiques essentielles. Alors, la deuxième distinction que je voudrais faire est la suivante. Dans Étant donné, et depuis Étant donné, même depuis Réduction et Donation, je crois qu'en phénoménologie, il y a trois types de réduction, essentiellement. La réduction épistémologique, celle de Husserl, où il s'agit de réduire le phénomène à un objet. C'est en tant qu'objet qu'il apparaît, en tant qu'objet connu. Donc le cœur du phénomène, c'est ce qui en est connu, c'est-à-dire le noème. Il y a une deuxième réduction, celle de Heidegger en 1927, qui est la réduction de ce qui apparaît à ce qui en lui est, à son mode d'être. Donc le Dasein réduit ce qui apparaît à un étant de type Vorhanden, Zuhanden, Dasein-mäßig, etc. Enfin. Alors, j'avais introduit l'hypothèse, que j'espère avoir vérifiée, où la réduction consiste à réduire le phénomène à ce qui se donne. Même si ce qui se donne n'est pas objet, et même si ce qui se donne n'est pas. Et des phénomènes qui se donnent sans être, il y en a de nombreux, par exemple, le phénomène érotique, qui à proprement parler n'est pas. On ne peut pas décrire le phénomène, c'est d'ailleurs pourquoi on ne peut pas décrire de l'extérieur le phénomène érotique. Les efforts désespérés de la pornographie en sont la preuve. Le phénomène érotique ne peut pas se décrire de l'extérieur. Et en ce sens, il n'est pas, et il n'est pas objet. Donc, cette troisième réduction aux données, on peut poser la question de savoir quel rapport est là, par exemple, avec la réduction érotique, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Alors, il faut préciser tout de suite, et ceci je l'avais annoncé à la fin, bien avant le phénomène érotique, à la fin de Étant donné, c'est la dernière page, qu'il y a un cas très particulier du donné, du phénomène donné, c'est quand le donné est un autre ego, ce que j'appelle un adonné, c'est-à-dire celui qui reçoit les phénomènes. Que se passe-t-il lorsque le donné que je reçois est lui-même un adonné? Donc il y a un cas très particulier de la réception du donné par un adonné, c'est que ce soit un autre adonné qui soit le donné. Et c'est là que le phénomène érotique devient un cas particulier de la troisième réduction et de la phénoménalité du don et du donné. Donc il faut avoir, je pense, ces points présents à l'esprit. Et alors la question de Descartes, ce dernier livre sur Descartes, La pensée passive de Descartes, n'était absolument pas prévu. C'est après avoir travaillé phénoménologiquement que j'ai repris la question de Descartes. Alors, il y a deux raisons pour reprendre cette question. La première, c'est que la sixième méditation est de loin la moins bien comprise et la plus difficile.
On en a une preuve, c'est que Martial Gueroux, qui a fait 2 volumes consacrés aux méditations, a fait un 2e volume tout entier consacré à la 6e méditation. C'était un objet difficile. C'est un objet extrêmement difficile et contradictoire. Parce qu'il y a 2 questions, l'existence des choses corporelles et l'union de l'âme et du corps. Et en plus, Descartes se contredit. Parce que ce qu'il traite, ce n'est pas l'union de l'âme et du corps, la distinction de l'âme et du corps, c'est l'union de l'âme et du corps. Alors dans le titre, il dit la distinction de l'âme et du corps, et dans le texte, c'est l'union. D'autre part, si on compare la 6e méditation aux principes de la philosophie, dans les principes de la philosophie, il commence par parler de l'union de l'âme et du corps. C'est la fin du livre 1. Et ensuite seulement, il parle de l'existence des choses corporelles. Or, dans la 6e méditation, il commence par l'existence des choses corporelles et ensuite il parle de l'union. Et alors, c'est d'autant plus curieux que dans le résumé des méditations qu'il met au début du volume des méditations, l'ordre n'est pas celui de la 6e méditation, mais celui des principes. Enfin, en d'autres termes, Descartes lui-même intervertit les ordres. Et puis, il y a la difficulté du fait que la preuve de l'existence des choses corporelles, si on commence par elle, n'est pas concluante. Tous les interprètes de Descartes, y compris les cartésiens, admettent que la preuve est mauvaise. Elle n'est bonne que si on commence, ou si on met au milieu de la preuve, l'expérience de la passivité, c'est-à-dire de l'union de l'âme et du corps. Expérience qu'on ne peut pas décrire dans les termes de la métaphysique classique, qu'en fait, seule la phénoménologie pourra décrire. Alors, la preuve n'est valable qu'à cause d'une seconde partie que Descartes a du mal à décrire lui-même. Il ne faut jamais oublier que l'union de l'âme et du corps, c'est ce qui n'est pas compris après Descartes. C'est-à-dire la pensée passive est totalement étrangère, elle est même critiquée par Spinoza, qui veut toujours revenir de la pensée passive inadéquate à la pensée active, par Leibniz, évidemment par Malebranche. Donc la pensée passive, elle ne va peut-être réapparaître que chez Kant, dans l'esthétique transcendantale. Mais jusqu'à Kant, tout le monde s'oppose à la pensée passive. Ou alors on dit c'est un sentiment, mais ça n'est en aucune manière un mode de connaissance. Donc il y a chez Descartes une chose étrange. Et bien entendu, cette interrogation que, comme commentateur de Descartes, je pouvais avoir, était renforcée par les écrits, les travaux de Michel Henry, bien sûr, et de Lévinas. C'est eux qui... Donc il y a un rapport étroit entre le phénomène érotique et la 6e méditation, si je puis dire. Ce qui est une confirmation d'une règle que vous connaissez tous, c'est qu'il est très difficile de faire de la philosophie systématique, spéculative, si on ne fait pas aussi de l'histoire de la philosophie. Car l'histoire de la philosophie est un apprentissage, c'est un travail de dictionnaire, de lexicographie. On apprend des concepts et des distinctions de concepts ou des problèmes non réglés. Mais on ne peut les apprendre que si on a une question théorique. Mais le rapport des deux est fondamental. Et si je puis me permettre une remarque qui est inévitablement polémique, et je le regrette, c'est la faiblesse de la philosophie analytique de style anglo-saxon, où les questions systématiques et théoriques sont déconnectées du travail d'histoire de la philosophie. Et donc elles deviennent abstraites. Elles deviennent abstraites et sans véritable pertinence.
il n'y a qu'avec le travail textuel sur des questions parallèles, antérieures, que les questions abstraites deviennent pertinentes.